Marine Le Pen a fait une entrée spectaculaire sur la scène politique. Son nom, chargé de soufre, a disparu des pancartes. En quelques années, elle a réussi à se faire un prénom. On l'a dit différente de son diable de père. On parle même d'un nouveau Front National. Qu'en est-il vraiment? Que veut-elle vraiment? Pour le savoir, il ne suffit pas de tendre l'oreille, ni même d'écouter la mélodie. Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Il faut comparer les refrains, les couplets, les fausses notes. Décoder cette partition suppose de connaître l'envers du décor, les coulisses d'une conquête sans merci, celle qui a conduit Marine Le Pen à reprendre le parti de son père, à devenir son héritière. La plus jeune des filles de Jean-Marie Le Pen est née à Neuilly en août 1968, dans une famille à contre-courant. Son père n'est pas encore un paria, mais un ancien député plutôt remuant, qui s'est fait remarquer en troquant volontiers son costume pour l'uniforme pendant la guerre d'Algérie. En 1972, il prend la tête d'un nouveau parti, le Front National. Imaginé pour servir de vitrine électorale au gros bras d'ordre nouveau. Un mouvement violent et raciste qui se range sous sa bannière, une flamme tricolore inspirée par le parti fasciste italien. Ces meetings attirent surtout des marginaux de l'histoire, nostalgiques du maréchal Pétain ou de l'Algérie française. Mais le FN va séduire bien au-delà, grâce au talent de Jean-Marie Le Pen, pour tenir un discours plus opportuniste lors des élections. Notre pain quotidien. Nous pensons que des millions de Français pensent ce que nous pensons sur l'immigration, sur le chômage, sur la sécurité et sur un ensemble de problèmes comme ceux-là. Conseiller de Jean-Marie Le Pen pendant 10 ans, Laurin de Saint-Affrique a bien connu les différentes postures du Front National. La grande force de Le Pen, mais on peut dire les Le Pen père et fille de ce point de vue-là, c'est de donner l'impression d'être des gens passionnés et convaincus de ce qu'ils disent, alors qu'en réalité, c'est tout un travail assez cynique qui s'opère dans l'arrière-boutique pour arriver à présenter quelque chose qui correspond à l'ère du temps. C'est dans cette atmosphère très politique que Marine Le Pen et ses sœurs vont connaître une épreuve au cœur de leur légende familiale. Leurs parents, Pierrette et Jean-Marie Le Pen, vivent dans un appartement du 15e arrondissement de Paris, où ils reçoivent beaucoup, des militants et des journalistes. Ah, ça fait du bien d'être à la maison. Les enfants dorment à l'étage, lorsqu'une nuit de novembre 1976, un attentat souffle la cage d'escalier. Plusieurs kilos de dynamite ont été déposés sur le palier. Les dégâts sont très impressionnants. Toute une partie de l'immeuble de 5 étages dont M. Le Pen occupe le 4e s'est effondrée. 12 appartements sont dévastés. Et malgré cela, il n'y a eu que 6 blessés légers parmi les voisins, dont 4 enfants. C'est là le miracle. La presse parle d'un miracle. Jean-Marie Le Pen de complot. Ce n'est pas la première fois que vous êtes victime d'un attentat. Oui, c'est le 3e. C'est un record peu enviable. Alors quel est votre sentiment? Écoutez, je ne peux relier ça qu'à notre congrès national, dont le thème était justement la sécurité des Français et la lutte contre le crime. Alors, je pense que c'est un retour de manivelle des criminels. Je peux l'interpréter comme ça. 30 ans plus tard, Marine Le Pen va se servir de cet attentat pour raconter son enfance sous l'angle de la persécution. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marine Le Pen, vous êtes... Un chapitre qui ouvre son autobiographie à contre-flot, dont elle fait ici la promotion chez Thierry Ardisson. Alors là, vous réalisez d'un seul coup, à l'âge de 8 ans, que votre père est connu et qu'on lui en veut. Oui, je me rends compte que je suis la fille d'un homme qu'on cherche à tuer. Et l'idée de la mort, eh bien, rentre brutalement et j'arrive dans la vie politique, j'allais dire, par la face la plus difficile, la plus violente, la plus
abrupte. Alors les poseurs de bombes n'ont jamais été retrouvés. Jamais. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment cherché les responsables de cet attentat. Est-ce que vous avez des doutes ou est-ce que votre père a des doutes sur les poseurs de bombes? Non, pas particulièrement. On n'a jamais eu aucun élément précis, ni vague d'ailleurs. Aucune piste, c'est faux. La famille a très vite su d'où venait l'attentat, grâce à l'enquête d'un détective privé engagé par l'avocat de Jean-Marie Le Pen, Antoine Melero. En promettant une prime, il a pu remonter jusqu'aux poseurs de bombes qui ont désigné leur commanditaire. L'artificier est venu me voir et lui m'a dit voilà, on a été payé, Le Pen a fait un héritage d'une grosse société, on a touché une somme d'argent, il ne m'a pas dit combien, pour qu'on pose cette bombe contre Le Pen. Donc c'était pas un attentat politique? Non, c'était une affaire de vengeance, quoi, comme il en existe beaucoup malheureusement. Vraiment 100% affaire de vengeance, donc une affaire de droit commun. Il n'y avait rien de politique là-dessous. En réalité, cette vengeance est liée à un héritage, celui d'Hubert Lambert. Richissime propriétaire des ciments du même nom, il a désigné Jean-Marie Le Pen comme légataire, au prix de léser d'autres prétendants qui ont voulu se venger. Mais c'est évidemment moins valorisant à raconter. Depuis l'héritage, la famille Le Pen mène une véritable vie de château. Elle s'est installée dans l'hôtel particulier légué par Hubert Lambert, 430 mètres carrés sur les hauteurs de Saint-Cloud. C'est là que Marine Le Pen réside encore aujourd'hui et qu'elle a grandi, entourée de militants et de domestiques. Un couple de serviteurs, un chauffeur, un garde du corps et même une petite bonne, embauchée à l'âge de 14 ans et qui servira plus tard de nounou aux filles de Pierrette et de Jean-Marie Le Pen. Ce sont aussi des années fastes pour le Front National. Celles des premières victoires, comme aux européennes de 1984. Avec le succès arrive la montée bien réelle, cette fois, de l'adversité politique. Une adversité dont les filles de Jean-Marie Le Pen sont témoins et dont la Benjamine va souvent se plaindre. Vous savez, dans la famille Le Pen, la question n'est pas de savoir s'il y a des menaces de mort, la question c'est quand il y en a plus ou quand il y en a moins. Et c'est vrai que cette fois-ci, il y en avait beaucoup. Tous les meetings étaient attaqués, nous étions confrontés à des violences physiques quasiment quotidiennes. Et ma mère a pris peur et donc elle nous a envoyés avec ma sœur chez un ami dans le sud, en disant d'ailleurs à cet ami, surtout, fais en sorte qu'on ne sache pas que ce sont les filles Le Pen. Moi, la période où j'ai bien connu Marine Le Pen, c'est les années 84-94. Parler de son enfance et de sa jeunesse comme étant un tissu de mauvais moments, de souffrance, etc., me paraît complètement infondé. Ça n'est pas vrai, tout simplement. Marine allait à l'école, au lycée, Yann sortait énormément. Plus tard, Marine va beaucoup sortir. Bon, et jusqu'à ce qu'elle prenne vraiment des responsabilités politiques, il n'y avait pas de dispositif particulier. En réalité, ces années-là, les filles de Jean-Marie Le Pen mènent une vie plutôt insouciante dans leur hôtel particulier, où l'on organise souvent des soirées avec les amis de la famille et du parti. S'il leur arrive de croiser un regard plus hostile à l'extérieur, c'est avant tout parce que leur père a décidé de les exposer. Comme en février 1984. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen est invité dans l'émission politique la plus regardée du moment, L'heure de vérité. Et il a choisi de venir avec sa femme et ses 3 filles, assises au premier rang. Bonsoir. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, vous êtes devenu, monsieur Le Pen, un marginal du jeu politique. Alors ce soir, vous allez affronter pendant un quart d'heure chacun Alain Duhamel. Il se trouvait qu'au moment où François-Henri de Virieu était en train de présenter l'émission, j'étais assis, comme c'était la règle dans le public, et que j'étais assis à côté des 3 filles.
Et donc c'est la première fois de ma vie que j'ai vu Marine Le Pen, qui à l'époque devait avoir, j'imagine, 16 ans en gros. Enfin, elles étaient toutes les trois, on avait absolument l'impression qu'elles sortaient d'un opéra de Wagner. C'était trois grandes filles, assez belles dans leur genre, blondes, c'était assez symbolique. Ce symbole a un coût. La fin de l'anonymat pour la jeune Marine Le Pen et ses sœurs. Elles reviendront à chaque passage de Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité, au point d'incarner son message aux yeux des Français. Mais moi, je crois aux choses réelles. Je crois aux attachements et je crois aux devoirs hiérarchiques. C'est ce que je dis quand je dis j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines, etc. Moi, j'aime mieux les Français, j'aime mieux la France, puis j'aime mieux l'Europe, et puis j'aime mieux l'Occident, et puis j'aime mieux le monde libre, et puis j'aime mieux sans doute la terre et les terriens que... Non seulement les filles de Jean-Marie Le Pen sont désormais connues, mais elles tractent volontiers sur les marchés aux couleurs du FN. Elles défilent aussi en tête des cortèges du parti, où elles sont associées à tous ces slogans. Comme ce jour, où la jeune Marine Le Pen crie avec son père pour le rétablissement de la peine de mort. Établir aujourd'hui dans notre pays la peine de mort est une nécessité, et une nécessité urgente. Malgré ses propos, la Benjamine est très admirative de son père. Elle n'hésite jamais à défendre l'indéfendable. Comme en 1985, lorsque le journal Libération publie un dossier qui accuse Jean-Marie Le Pen d'avoir torturé en Algérie. Comme d'habitude, Marine Le Pen va au lycée, et quand elle est rentrée plus tard dans la journée, elle nous a raconté ce qui s'était passé. Évidemment, tous ses camarades de classe étaient au courant, ils avaient vu les kiosques, ils avaient vu ce titre, torturé par Le Pen. Marine s'est lancée dans la bagarre en faisant le geste que faisait toujours Jean-Marie Le Pen quand il entrait dans ses meetings, c'est-à-dire un large sourire et les bras en V comme ça, avec des mouvements saccadés. Et elle a réussi à se faire acclamer par ses camarades dans la classe. Et elle est revenue le soir absolument ravie de son coup, triomphante. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mademoiselle Le Pen et de plus en plus. Entre-temps, pourtant, le nom de Jean-Marie Le Pen est de plus en plus lourd à porter. Sur une radio de grande écoute, le président du Front National est allé jusqu'à contester l'existence des chambres à gaz. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis que... L'émotion est immédiate. Et lorsque le leader du Front National reçoit des journalistes pour s'en expliquer... Vous connaissez déjà ma fille? C'est la jeune Marine Le Pen qui leur ouvre la porte. On va le mettre là. Je vais regarder l'émission. Va mon bébé. Vous allez regarder l'émission. Très bien. Je ne sais pas pourquoi vous attachez une importance spécifique. Parce que vous avez paru le minimiser, c'est tout. Non, parce que vous aviez paru le minimiser. J'aurais dit, bien. Comme l'a dit M. Villeneuve, j'aurais dit un détail négligeable. J'aurais dit c'est un petit détail. J'aurais dit ce n'est qu'un détail. Oui, mais vous avez dit je m'exprime. Encore aujourd'hui, ce ne sont pas ses propos qui choquent Marine Le Pen. Elle préfère condamner l'attitude des journalistes. Mais quand vous voyez toute cette haine contre votre père, vous ne vous posez pas des questions? Vous ne dites pas il y a peut-être une raison? Vous pensez que c'est lui qui a raison contre le reste du monde? Non, je me pose des questions, mais je veux dire, je suis à un âge où je peux comprendre que, parce qu'il est un adversaire politique, un certain nombre de personnes ont tout intérêt, je veux dire, à aller développer à son encontre des diffamations multiples et variées. Diffamations dont je rappelle quand même qu'elles ont toutes... Est-ce que Marine Le Pen peut honnêtement considérer que son père est la grande victime depuis 30 ans d'une formidable injustice, qu'on le traîne de procès d'intention en procès d'intention, et ainsi de suite? Enfin, qui peut croire ça? Et certainement pas elle. Jean-Marie Le Pen a fait ce qu'il fallait, et ça a été sa manière de faire de la politique, que de provoquer, que d'agir d'une manière dialectique, n'est-ce pas? Et puis ensuite de venir se plaindre, bon ben très bien.
Mais tout le monde comprend la part de comédie qu'il y a dans tout ça, et Marine Le Pen est parfaitement bien placée, puisqu'elle est de l'autre côté du décor, pour savoir à quel point cette part de comédie a été maîtrisée par son père et de manière tout à fait volontaire. Marine Le Pen connaît d'autant mieux l'envers du décor et ses ficelles qu'elle a elle-même choisi de faire de la politique. Pouvait-elle suivre un autre chemin? À l'âge de 16 ans, une épreuve va contribuer à la pousser un peu plus dans les bras de son père. Le départ de sa mère. Pierrette Le Pen, elle est partie de Montretout, elle a claqué la porte du jour au lendemain parce qu'elle n'en pouvait plus. Voilà, elle n'en pouvait plus que Jean-Marie Le Pen ramène la politique matin, midi et soir, et surtout soir, à la maison. Elle en a marre de subir ce statut d'épouse soumise à la carrière politique de son mari. Elle va claquer la porte et quitter Montretout brutalement. Non seulement cette séparation brise l'image de famille idéale construite par Jean-Marie Le Pen, mais elle donne lieu à un déballage médiatique terrible. À sa femme qui réclame une part d'héritage, Jean-Marie Le Pen conseille plutôt de faire des ménages. Pierrette Le Pen réplique en posant nue, en soubrette, dans Playboy. Les trois filles se sentent humiliées par la provocation à laquelle s'est livrée leur mère et vont prendre un peu plus fait et cause pour le père qui semble jouir d'une espèce de dogme de l'infaillibilité aux yeux de ses filles, au point que Marine Le Pen va publier un communiqué outré dans lequel elle explique, je cite, que une mère ce n'est pas une décharge publique. C'est quand même terrible, c'est d'une violence absolue. Coupées de leur mère qu'elles ne voient plus, les filles Le Pen subissent plus que jamais l'influence de leur père. La Benjamine a même décidé de se rapprocher de celle que ses sœurs appellent la maîtresse de papa, la politique. En 1993, elle se présente aux législatives de Paris. Elle n'a que 24 ans, mais déjà quelques réflexes. Alors je pensais faire un tract comme ça avec photo du candidat, donc Marine Le Pen, votre candidate sur la 16e circonscription, et avec derrière un argumentaire. Je pensais mettre notamment voter utile, c'est voter pour vos idées, parce que... Elle marche sur les traces de sa sœur aînée, Marie-Caroline, également candidate. Depuis longtemps, mais je crois que les gens sont prêts à changer. Ni l'une ni l'autre ne seront élus, mais cette vocation précoce lui permet de mettre en avant ses stigmates. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine. Les journalistes lui prédisent un destin politique. C'est pourtant une période où Marine Le Pen dit vouloir échapper à ce chemin tout tracé. Et pour voler de ses propres ailes, elle a décidé de faire du droit, comme son père. Ses études la conduisent à la faculté d'Assas, où les groupes d'extrême droite sont particulièrement virulents. À l'image du GUD, un groupe de nationalistes révolutionnaires, anticapitalistes, mais surtout très racistes et très violents, où elle a de nombreux amis. Marine Le Pen ne fait pas partie du GUD. En revanche, les gudards l'amusent beaucoup. Les gudards sont des grands déconneurs, les gudards font dans la provocation, les gudards sont des partenaires de soirées plutôt rigolos. Et donc Marine Le Pen va nouer à cette époque, tout en n'étant pas membre du GUD, des relations qui vont durer avec certaines figures donc, de ce syndicat étudiant. Non pas l'Europe des clopards, mais l'Europe des hommes debout, l'Europe nationaliste! Ce ne sont pas ces amitiés douteuses que Marine Le Pen souhaite mettre en avant à propos de ses études, plutôt évoquées sous l'angle de la persécution. Un prof vous fait étudier un arrêt de 1973 condamnant votre père pour apologie de crimes de guerre. Un grand nombre de professeurs se sont bien tenus, mais il y en a un certain nombre qui étaient des militants avant d'être des professeurs, qui avaient complètement oublié ce qu'est l'éducation nationale et qui se vengeaient sur la petite fille, la jeune fille que j'étais, de l'hostilité qu'ils avaient à l'égard de mon père. C'est la raison pour laquelle j'ai presque envie de dire que si quelqu'un peut parler d'exclusion, moi je peux en parler. Moi je peux dire ce que c'est que d'être exclu
à raison de quelque chose qui est profondément injuste et qui est en l'occurrence la carrière politique de votre père. Elle ne fait que reprendre là, Marine Le Pen, exactement la même thématique et parfois mot pour mot le même argumentaire que celui qu'a développé pendant des décennies Jean-Marie Le Pen, qui lui aussi s'est toujours appliqué à se victimiser, à se martyriser. Il n'y a pas de racisme dans le pays, bien sûr, il n'y a pas de racisme anti-musulman, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme, tout ça, ce sont des fantasmes, à l'en croire, Le Pen. En revanche, il y a un racisme anti-Le Pen qu'il aurait, lui, d'abord subi pendant des décennies et dont sa pauvre petite fille aurait ensuite été victime dès son plus jeune âge, puis ensuite au fil de sa carrière. En réalité, Marine Le Pen est loin de n'avoir que des ennemis dans le monde du barreau. Certains la rejettent, mais d'autres la regardent comme une future avocate plutôt prometteuse. Pierre-Olivier Sûr l'a croisée à cette époque. Et pour lui, les portes de la carrière d'avocate ne lui étaient pas fermées. Quand elle nous disait « mais avec mon nom, qu'est-ce que vous voulez que je… » On lui disait « mais ton nom n'a absolument rien à faire avec ton métier d'avocat. Si tu ne fais pas de politique, tu n'auras aucune difficulté pour réussir au barreau, comme tant d'autres ont réussi au barreau. » Puis le barreau, c'est tout de même une famille extraordinairement tolérante et extraordinairement tolérante de toutes les idées possibles et imaginables. Ce qu'on aime au barreau, c'est les grandes personnalités et puis les vraies défenses. En persévérant, Marine Le Pen aurait pu faire oublier son nom. Mais elle choisit la facilité. Intégrer un cabinet tenu par un membre du Front National, où elle se retrouve bien vite à défendre des militants du FN et du GUD, avant de finir tout simplement embauchée par le parti de son père. Petite tentative de s'installer, pas de clients, elle est revenue, elle a été engagée avec un salaire très élevé au Front National comme responsable du service juridique. Au siège du FN, où elle travaille désormais, Marine Le Pen est payée 30 000 francs par mois pour un 2/3 de temps. Elle y retrouve d'autres membres de sa famille, également salariés du Front, son beau-frère, Samuel Maréchal, et sa sœur Yann, embauchée comme responsable de communication. Au Front National, les gens le vivaient mal, je veux dire, cette façon de salarier, filles, gendres et ainsi de suite, et sur une longue période et d'une manière répétitive, puisqu'avec chacune des filles Le Pen, ça recommençait. Donc, ça a été à l'origine de beaucoup de tensions, y compris d'ailleurs un facteur déclenchant probablement de la sécession de Bruno Maigret en 1998. À ce moment-là, dans le parti, au sein du Front National, on est au milieu des années 90, il y a un groupe très organisé de militants, de cadres solides, sérieux, des pros de la politique, c'est Bruno Maigret et ses soutiens. Eux, ce sont des vrais professionnels. Et puis, il y a un petit groupe de charlots, un peu, en tout cas qui sont perçus comme tels par les maigretistes. C'est un petit groupe de jeunes fêtards qui ne sont pas très travailleurs, qui sont les amis de Marine Le Pen. Marine Le Pen et sa petite bande de copains. Le temps de l'insouciance a une fin, car une véritable guerre des clans se prépare. Bruno Maigret et ses partisans ne supportent plus de voir le clan Le Pen gérer le FN comme une affaire de famille, et ils vont le faire savoir. Congrès de Strasbourg, 1997. Jean-Marie Le Pen a décidé de présenter sa fille Marine au comité central du parti, mais en coulisses, les maigretistes lui réservent une surprise. Ils veulent adresser certains signes clairs pour lui montrer que le pouvoir a changé de camp. Et pour ça, ils vont employer un moyen radical, qui va être une espèce de bombe atomique au sein du Front National, une bombe à fragmentation, c'est qu'ils vont faire battre Marine Le Pen lors de l'élection du comité central. La consigne a été d'une efficacité redoutable. Marine Le Pen est battue, c'est un camouflet pour le clan. Le Pen entre dans une rage folle, il se retire avec quelques-uns de ses amis, Le Pen et Maigret se croisent dans un couloir, l'ambiance est électrique, et Le Pen, il va, comme les statuts du Front National le lui permettent, prendre une décision tout aussi radicale, c'est qu'il va décider de nommer sa fille au comité central et faire fi donc du vote des militants et des cadres du FN. Il est le président, il a le droit de repêcher un certain nombre de candidats battus, parce que tel est son bon droit, tel est le droit divin qui règne au Front National. Le leader du Front National a réaffirmé son autorité.
Mais il a eu très peur. Pour écraser la rébellion, il va pouvoir s'appuyer sur les talents procéduriers de sa Benjamine, qui est aussi la plus combative de ses 3 filles. Marine a vu le moment où son père risquait véritablement de perdre le Front National. Et perdre le Front National, c'est tout le reste, quoi. Bon. Donc, il y avait la nécessité de sauver la baraque, en quelque sorte, au sens propre comme au sens figuré. Dans les couloirs, la directrice juridique est plus que jamais à la manœuvre pour protéger les intérêts du clan et se débarrasser des dissidents. Du fait de son rôle de directrice juridique, eh bien Marine Le Pen va peu à peu assécher un peu les moyens accordés aux maigretistes. Il y a une secrétaire qui ne se voit pas renouveler un contrat, il y a tel ou tel collaborateur de Bruno Maigret qui a des difficultés pour se faire rembourser ses frais, etc. Donc c'est une somme de petites mesquineries pendant des mois et des mois pour empêcher finalement Bruno Maigret et ses amis d'étendre leur influence dans le parti, au point qu'elle va glaner un surnom. Ils vont la surnommer la policière du paquebot. Le point de non-retour est atteint en 1998. Jean-Marie Le Pen a décidé de mettre un terme à la fronde en excluant Bruno Maigret et ses amis. À ma demande, le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérents messieurs Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Olivier, Franck Timmermans... Les dissidents vont devoir fonder un nouveau parti, mais engagent un recours. Marine Le Pen et son pôle juridique sont de nouveau au cœur de la bataille pour leur interdire de mettre la main sur le nerf de la guerre, le sigle du FN et les finances qui vont avec. Le Front National a des organes dirigeants, il a un président. Par conséquent, un jour, tôt ou tard, si je puis me permettre, tôt ou tard, eh bien, ceux qui utilisent frauduleusement ce nom seront sanctionnés civilement ou pénalement. Le Pen a verrouillé les statuts. Il n'a jamais fait les statuts d'un parti démocratique. Il a tout construit sur le mode « ce qui est au Front National est à Le Pen, et ce qui est à Le Pen aussi ». Donc ça fonctionne comme ça, financièrement, juridiquement, et c'est pour ça qu'il a gagné tous les procès, qu'il est propriétaire de la marque Front National Le Pen. Le clan Le Pen a remporté cette guerre, mais au prix d'une nouvelle déchirure. Marie-Caroline, celle qui était destinée à prendre la relève, a préféré suivre son compagnon et rejoindre Bruno Maigret. La voie est libre pour la Benjamine, que la scission vient de mettre en selle pour devenir l'unique héritière. Objectivement, on peut dire que des 3 filles, c'est Marine qui réunissait le plus de qualités nécessaires pour faire de la politique. Elle ressemble beaucoup à son père, du point de vue de la gouaille, de l'engagement physique, du côté rentre-dedans. En 2002, Marine Le Pen sort des coulisses pour revenir s'asseoir au premier rang, mais cette fois en tant que conseillère de la campagne présidentielle. Essoré par la scission, le parti a choisi de mener une campagne plutôt sobre. Contre toute attente, cette stratégie s'avère payante. Entre le 11 septembre et les faits divers, le thème de l'insécurité triomphe et le FN récolte. 20h, voici notre estimation. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17%. Ce soir-là, le FN atteint des sommets et Marine Le Pen laisse éclater ses larmes de joie. J'y croyais plus hier que 5 minutes avant les résultats, parce que 5 minutes avant les résultats, c'est affreux à vivre. Ce bonheur est loin d'être partagé. Sous le choc, des centaines de milliers de Français descendent dans la rue pour dire non à Jean-Marie Le Pen. Une marée humaine, une vague qui dit non à Le Pen, plus de 400 000 personnes. Le soir du deuxième tour, la voix des perdants est attendue sur tous les plateaux. Alain Visier, l'attaché de presse du FN, se tourne alors vers celle qui s'impose désormais. J'ai demandé au président conseil et on ne trouvait personne. Et tout d'un coup, on a dit pourquoi pas Marine. Donc je suis allé voir Marine, je lui ai dit écoute Marine, il faut nous rendre service parce qu'il manque quelqu'un.
Et elle m'a dit, elle a éclaté de rire en disant « Mais tu plaisantes, moi je vais être à la soirée électorale avec mes amis, on va boire un coup, on va s'amuser, on va rire comme d'habitude. » Et j'ai dit « Non mais c'est du sérieux, il faut que tu ailles sur le plateau de télévision. » Alors là, elle a changé de tête, elle s'est dit « Bon, bah, puisqu'il faut le faire, je vais le faire. » Et puis c'est tout. Et c'est parti comme ça. Par devoir. Voilà. Par atavisme. Femme de devoir. Voilà. Un devoir parfaitement accompli, puisque ce soir-là, Marine Le Pen crève l'écran. Oui, ont eu peur parce qu'on leur a fait peur. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'ère glaciaire. Ce soir-là, c'est surtout l'ère de Marine Le Pen. Son père, qui n'a pas encore décidé de passer la main, l'observe faire des progrès. Je trouve qu'elle se débrouille déjà très bien, parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est impressionnant, mais Marine Le Pen n'est pas une débutante. Tapie dans les coulisses pendant des années, elle a tout appris de son modèle. Très sollicitée, elle sait comment parler aux médias. Elle sait surtout jouer de son image pour rafraîchir celle du parti. Je crois que je contribue à essayer de donner aussi une image un peu différente de la caricature qui a été faite de nous, parce que je suis une femme, parce que je suis une jeune mère de famille. Elle a quand même bénéficié beaucoup pendant toute cette phase du fait que c'était une femme, qu'elle était jeune, qu'elle incarnait une nouveauté. Alors vous savez bien que tous les journalistes, dès qu'il s'agit de nouveautés, immédiatement sont au 7e ciel. Fort de cet atout, Marine Le Pen n'a plus qu'une idée en tête, dédiaboliser. Mais j'aime pas tellement ces termes de moderniser, de déringardiser, parce qu'évidemment, on a l'impression qu'avant, on était ringard et archaïque, ce qui n'était pas le cas. Nous, ce que l'on veut, c'est donner une image réelle de ce que nous sommes. Voilà. Nous voulons bien perdre les élections, mais comment on les perd sur nos propres idées, pas sur l'espèce de fantasme qu'on a construit sur elles. C'est une précision importante. Dans la bouche de Marine Le Pen, dédiaboliser ne veut jamais dire critiquer les positions racistes ou xénophobes du Front National, mais au contraire réhabiliter celui qu'elle a toujours défendu. Bonjour ma cocotte, j'ai vu que tu avais retiré ta voiture quand même. Hein? D'où? Ben, parce que je ne pouvais plus passer. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas moi, c'est mon mari. La presse se demande si elle veut prendre sa place. Est-ce que vous pensez qu'un jour elle tuera le père, comme on dit? J'espère que non. Je ne pense pas du tout qu'elle en ait l'intention. Je sais qu'elle attendra son temps, son heure. Et cette heure n'est pas encore venue. Mais il est beau, c'est mon père. Donc vous savez, toutes les petites filles, j'aurais pas amoureux de leur père. Non, mais j'aime beaucoup cette. Je la trouve je trouve que la posture est très belle, très digne. J'aime bien, ça me choque pas mon côté. Mais comment dédiaboliser ce père s'il s'obstine à jouer au diable? En 2005, dans Rivarol, un journal particulièrement antisémite, Jean-Marie Le Pen explique que l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine. Une sortie qui contrarie sérieusement l'opération séduction entamée par sa fille. Avec l'affaire Rivarol, c'est effectivement la première fois que Marine Le Pen marque une distance avec son père. Elle va commencer par bouder. Elle va disparaître des écrans radars quelques jours. Elle va ensuite se mettre en retrait de la scène politique du Front, s'isoler. Alors ce qu'on peut noter, c'est qu'elle va marquer une distance, mais elle ne va pas condamner publiquement les propos de son père. Elle s'en expliquera ensuite à plusieurs reprises, et notamment récemment sur une radio israélienne pour expliquer que les enfants n'ont pas à condamner leurs parents. Non, mais quand tu viens passer non, mais je ne pouvais pas t'approcher tellement tu étais sollicité. Tu dis pas bonjour à ton papa? À son retour, Marine Le Pen minimise l'incident. On peut être en désaccord sans obligatoirement se fâcher. Mais elle est décidée à faire entendre sa propre partition. Et le tempo du parti s'en ressent. La campagne de 2007 qu'elle dirige démarre sous les ailes du moulin de Valmy. Un symbole républicain plutôt étrange pour ce parti habitué à commémorer les victimes de la Révolution en compagnie de royalistes. Pour être sûr de ne pas se tromper, Jean-Marie Le Pen lit ses fiches. Je rappellerai que les soldats qui vainquirent ici à Valmy le firent au cri de « Vive la nation ». Oui,
C'est ce même cri que nous poussons, nous et nous seuls, depuis 30 ans. Les opposants crient à la récupération. Marine Le Pen sait qu'elle a marqué des points. Ça veut dire quoi, récupération? Ça veut dire que la République appartient aux autres? La République, elle appartient à tout le monde. Par conséquent, on a autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. Mais ces efforts de campagne n'y suffiront pas. Question communication, un certain ministre de l'Intérieur a pris une longueur d'avance. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation. Foudroyé par l'effet Sarkozy, le FN est loin de faire les scores qu'il espérait. À la présidentielle et plus encore aux législatives, l'essentiel de ses frais de campagne ne seront donc pas remboursés. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'y a plus de dynamique, les résultats électoraux ont été mauvais, les législatives ont été catastrophiques, alors qu'elles sont importantes pour les finances du front. La boutique Front National, qui fait vivre le clan, n'a jamais été si proche de fermer. Marine Le Pen est prête à tout pour l'éviter. Le Front National n'est pas mort. Vous nous avez déjà enterrés à de multiples reprises. Moi, je crois qu'il y a un grand espoir dans l'avenir. Et je demande aux militants et aux adhérents surtout de ne pas baisser les bras. Au paquebot, l'heure est grave. Pour financer ses campagnes, le parti s'est lourdement endetté. 7 millions d'euros plus les intérêts. Une somme colossale qu'il doit à son imprimeur, Fernand Le Rachinel. Un fidèle de toujours, qui s'est lui-même endetté pour permettre au parti d'avancer l'argent lors des campagnes. Le Front National avait pris donc l'habitude de me solliciter pour chaque campagne. J'empruntais et je reprêtais au taux zéro au Front National. Voilà. Et les banques prenaient des garanties sur mes biens. Pour honorer sa dette, le Front National a deux options. Céder ses locaux à un bon prix ou accepter le prêt relais que lui propose la banque. Jean-Marie Le Pen y est prêt, mais Marine Le Pen résiste. À ce moment-là, Marine Le Pen a déjà pris beaucoup l'ascendant sur son père. Et il est clair que c'est elle qui a pris le dossier en main depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et qu'elle a envisagé de ne pas me régler. Comme à son habitude, l'héritière a bâti une stratégie procédurière et brutale. Multiplier les recours et même contester les factures de l'imprimeur dans l'espoir qu'étranglé par les procès, il craque et renonce à certaines créances. Ils se sont dit que j'étais, moi, coincé, bien sûr, par la banque et que je devrais m'exécuter par rapport à la banque et que je serais amené, donc, à leur faire une remise très importante. On va lui demander d'abandonner 30 à 40% des créances qu'il détenait sur le front, ce qui n'est pas autorisé dans le cadre de la loi sur les financements politiques. La loi sur les financements des partis politiques interdit à un particulier de faire un don de plus de 7 500 €. La remise demandée par le FN équivaut à un don de plusieurs millions. J'ai objecté que c'était absolument interdit par la loi. On m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres moyens de le faire. Fernand Le Rachinel va refuser. Et de là va s'enclencher une bataille très dure. J'ai résisté et on m'a dit, si tu ne t'exécutes pas, eh bien, on te fera, c'était ça la menace, on te fera 10 ans de procédure. Selon un expert cité au tribunal par l'imprimeur, cette démarche s'apparente à une tentative d'extorsion de fonds. Le Front National a perdu tous ses procès et a dû rembourser grâce à la vente de ses locaux. Non seulement la stratégie de Marine Le Pen est un échec, mais elle révèle des méthodes très éloignées, des leçons de morale publique qu'elle adresse en permanence aux autres partis. Et à en croire d'anciens membres du FN qui ont connu des époques très différentes, c'est loin d'être un cas isolé. Le trésorier du Front National, pendant des décennies, s'appelait Jean-Pierre Revaux. Et
Il m'avait dit un jour, avec un air un peu accablé, il m'avait dit « Moi, je ne suis au courant que les dépenses, j'ai aucune idée sur les recettes. » C'est quand même un peu particulier pour un trésorier de parti politique. La chose qui était la plus surprenante, c'est que finalement tous les dons au profit du Front National ne se faisaient pas au Front National, mais se faisaient au profit d'une association politique, d'un micro-parti politique qui s'appelle Cotelec, et dont le responsable est Jean-Marie Le Pen. Et Madame Le Pen se situe dans la droite ligne de son père concernant ces questions-là, puisque aujourd'hui elle a intégré le bureau de ce micro-parti Cotelec. C'est donc, on peut constater qu'il y a dans ce domaine aussi un certain nombre de divergences entre le discours affiché et les réalités du fonctionnement. Si Karl Lang est aussi sévère aujourd'hui, c'est qu'il est bien placé pour connaître l'intransigeance du clan Le Pen quand il s'agit de protéger ses intérêts. Monsieur. Aux élections de 2009, Marine Le Pen a jeté son dévolu sur la circonscription dont il était le député sortant, le Nord-Pas-de-Calais. Le fidèle lieutenant, celui qui avait aidé le clan à résister aux maigretistes, a été prié de céder sa place, puis exclu pour avoir résisté. C'est le front familial qui s'applique, qui s'exprime, les intérêts du clan. Il faut bien avoir une chose, c'est qu'on ne mélange pas les serviettes et les torchons, n'est-ce pas? Il y a la famille et les très proches, et la cour de Jean-Marie Le Pen et de sa fille, et puis tous les autres qui sont finalement au service de la famille Le Pen, les employés, les conseillers régionaux, les élus, les militants. Donc c'est comme ça que cela fonctionne. C'est contre l'arnaque européenne qui détruit nos emplois. Marine Le Pen a bien été élue députée européenne du Nord-Pas-de-Calais. Un mandat qu'elle cumule un temps avec son poste de conseiller régional et conseillère municipale d'Hénin-Beaumont, une petite ville du Nord, ravagée par la désindustrialisation, où elle se présente comme la candidate des classes populaires et la championne de la morale publique. Je suis contente de vous rencontrer. Ah, ça fait Voyez, plaisir. si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Mais c'est une autre élection qu'elle vise désormais. Reprendre enfin les rênes du Front National. Et dans ce domaine, rien, ni personne, ne peut plus l'arrêter. En route pour être sacré, il lui reste un dernier obstacle à franchir. Bruno Gollnisch, le dauphin discret mais fidèle du père. Officiellement, la compétition est loyale. Dans les faits, Jean-Marie Le Pen ne tarde pas à faire connaître sa préférence familiale. C'est bien normal que nos enfants poursuivent l'action que nous avons menée. Mais Marine Le Pen possède un autre atout, plus médiatique. Entre choisir d'inviter un professeur de droit catholique intégriste, anti-IVG, défenseur obstiné des ouvrages négationnistes, et une femme célèbre, portrait craché de son père, le choix des émissions est vite fait. D'autant que Marine Le Pen met plus que jamais les formes pour améliorer son image. Le Front National n'a rien à voir, Madame Chabot, ni de près, ni de loin, avec l'idéologie nazie qui fut une abomination. Mais vous ne m'avez pas répondu, je voudrais juste... Cette médiatisation ne tarde pas à être perçue comme un ralliement au système par les journaux d'extrême droite qui prennent plutôt parti pour Bruno Gollnisch, comme Rivarol et son directeur, Jérôme Bourbon. Ça a été une campagne très choquante dans la façon dont elle s'est passée, avec en plus un soutien médiatique de la presse people, de la télévision, absolument stupéfiant. Non, ça c'était véritablement la candidate du système. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'elle en ait profité dans les sondages. On ne voyait qu'elle, on n'entendait qu'elle. Et donc ils ont attaqué Marine Le Pen, bon, sur son sexe, sur sa façon de s'habiller, sur le fait qu'elle est entourée, je cite Jérôme Bourbon, de juifs patentés et d'invertis notoires, que Marine Le Pen était la synthèse entre le Sentier et le Marais, que Jean-Marie Le Pen est un grand satrape oriental, enfin, j'en passe et des meilleurs, Jean-Marie Le Pen ayant répondu en disant que Jérôme Bourbon est un taliban hystérique. Marine Le Pen, c'est vraiment, je pense, l'air du vide. Elle n'en a pas le niveau, elle n'en a pas les équipes, elle n'en a pas les compétences, quoi. Elle aurait pu faire de la chanson, de la variété, bon, avec son nom, elle se retrouve là, elle en vit bien, c'est que ses petits copains, bon voilà, c'est tout, mais je veux dire... enfin, c'est un désastre pour la droite nationale. Pensez quand même que la droite nationale, on est passé de Maurras à Marine Le Pen en un siècle où il y a la chute. Hein. On n'aime pas Maurras. Enfin, je veux dire, intellectuellement, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous voulez, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la maternelle supérieure, quoi, Marine Le Pen. Hein. Décidément, Bruno Gollnisch a des soutiens bien encombrants.
même si l'agressivité de cette extrême droite caricaturale favorise l'image plus présentable de Marine Le Pen, la campagne interne a ravivé les tensions. Le jour du congrès de Tours, malgré les sourires de façade, les plaies entre les deux camps sont à peine refermées. Voici donc les résultats de l'élection à la présidence. Bruno Gollnisch, 5522 voix, soit 32,35%. Bruno Gollnisch reste très applaudi. Mais les militants ont choisi. La fille du père, le nom de Le Pen et le visage capable de faire le plus haut score à la prochaine présidentielle. Marine Le Pen, 11 546, soit 67,65%. Marine Le Pen est élue président du Front National. Qu'a-t-elle en tête à ce moment précis? L'envie de rompre ou de rester fidèle à celui dont elle a tout appris? La réponse ne va pas tarder. Jamais peut-être. Une expression imagée de notre belle langue n'aura été aussi adaptée que celle de passer le flambeau. Ce flambeau, celui du Front National, si magnifique et si prestigieux à mes yeux de militante, que je reçois de surcroît des mains de Jean-Marie Le Pen. Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double, puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci. Marine Le Pen n'a pas l'intention de renier son père, mais elle n'a plus besoin de lui, bien au contraire, pour poursuivre sa conquête. De ce congrès commencera un effort sans précédent pour transformer le Front National. Faire de notre parti un socle de construction et de renaissance de notre pays. Au travail spectaculaire des éveilleurs doit maintenant, à compter de ce jour, succéder celui des bâtisseurs. Contrairement à Jean-Marie Le Pen, la nouvelle présidente du Front National vise bien plus que le rôle du diable, le pouvoir. Cela suppose de bâtir un discours qui séduise bien au-delà de ses partisans. C'est ce discours, cette stratégie de communication qu'il faut maintenant décrypter. Pour son premier défilé du 1er mai, en tant que présidente du Front National, Marine Le Pen dit vouloir écrire une nouvelle page. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Voilà, et je crois que nous avons tous le désir que ce chapitre nous mène au plus haut. Le parti a voulu un défilé irréprochable, des militants propres sur eux et une consigne largement médiatisée, pas de skinhead dans les défilés. Mais est-ce si nouveau au Front National? C'est pas une nouveauté, le Front National a toujours évité d'accueillir en son sein, en particulier lors de manifestations de rue, des groupes de jeunes comme des skinheads et autres. À plusieurs reprises, ils ont été écartés des défilés du Front National. Vive le FN! Vive la France aux Français! Tu dégages.
Tu dégages, tu fais de la provocation devant les journalistes. Tu n'es pas là pour servir la soupe à la presse de gauche. En 2006 ou 2007, personnellement, j'ai dû intervenir pour exclure un certain nombre de jeunes skins qui essayaient de perturber le bon déroulement de cette manifestation. Mais la presse, dans une sorte de volonté systématique de promotion de Madame Le Pen, a fait croire qu'il y avait un avant et un après Marine Le Pen, qu'avant Marine Le Pen tout était affreux et qu'après Marine Le Pen tout était magnifique. Ça n'est pas la réalité historique. Le FN fait depuis longtemps attention à son image, surtout quand il y a des caméras. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de radicaux dans ce défilé. On a vu qu'il y avait des skinheads habillés, comment dire, civilement, c'est-à-dire en t-shirt jean normal, ils étaient là. Et puis elle-même a déjeuné avec Serge Ayoub, le chef historique des skinheads parisiens, quelques mois plus tôt. Donc à un moment donné, il faut passer outre les affichages médiatiques et voir un peu ce qu'il y a derrière le discours. La personne avec qui Marine Le Pen a déjeuné, c'est lui, Serge Ayoub, dit Batskin. L'un des chefs d'un courant particulièrement radical, le nationalisme révolutionnaire. Il partage certains credos avec le Front National, mais pas les moyens pour y parvenir. La guerre, ça se fait pas avec des pâquerettes, ça se fait avec des combattants. Nous sommes des militants et des combattants. C'est bien ce folklore, révolutionnaire et caricatural, qui pose problème à un parti désireux de séduire. Bonjour. Peu de temps après son élection, Marine Le Pen a pris des mesures très fermes contre certains militants pris en flagrant délit d'extrémisme. Elle a exclu Yvon Benedetti, numéro 2 de Bruno Gollnisch, pour des propos antisémites, et son protégé, Alexandre Gabriac, candidat FN aux dernières cantonales, à cause de photos plutôt embarrassantes qui ont circulé dans la presse. Ces exclusions très médiatiques ont pu donner l'impression que Marine Le Pen serait désormais intraitable avec les dérapages de ses militants. Pourtant, son parti compte toujours d'autres spécimens tout aussi radicaux, comme Thierry Maillard, un candidat FN arrivé au second tour des cantonales à Reims. À 37%, je vous dis merde. Non seulement il est proche de l'œuvre française, un groupuscule néofasciste, mais il est l'auteur d'une affiche toute récente qui s'inspire de la propagande nazie. Mais cette affiche est restée plutôt confidentielle et Thierry Maillard n'a pas été exclu. Ce qui est absolument défendu au Front National de Marine Le Pen, c'est de se faire prendre. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il y ait une photo, il ne faut pas qu'il y ait un son, il ne faut pas qu'il y ait une image qui démontre qu'il y aurait à l'intérieur du Front National des gens véhiculant une idéologie officiellement rejetée. Mais pour le reste, je ne crois pas qu'elle organise une police de la pensée répressive pour rejeter les éléments les plus radicaux. Au contraire, elle en a besoin. Dans son entourage, il y a des gens très radicaux qui n'en sont jamais inquiétés. Parmi ses conseillers, très radicaux, on trouve un certain Frédéric Chatillon. Il existe très peu d'images le montrant aux côtés de Marine Le Pen, et pour cause. Ancien chef du GUD, il fait partie de ces gros bras fêtards avec qui Marine Le Pen s'est liée d'amitié lors de ses études. Il n'est pas militant Front National. C'est quelqu'un qui évolue dans ses marges et qui aujourd'hui est responsable de tout ce qui est affichage, slogan, communication électorale de Marine Le Pen via son entreprise, qui est une entreprise de com, une boîte de com assez florissante. Mais Frédéric Chatillon ne se résume pas à ça. Et il est surtout un soutien avoué du régime de Bachar al-Assad. Au début du printemps arabe, Frédéric Chatillon a lancé un site Info-Syrie destiné à nier la répression et à relayer la propagande du dictateur syrien. Il fait surtout partie de cette extrême droite, obsédée par la question israélienne et même par la question juive. C'est lui qui a amené Dieudonné à la fête du Front National en 2006. Sur ces images, il est escorté par la femme de Frédéric Chatillon, Marie Derbé, l'une des meilleures amies de Marine Le Pen. Elle partage les convictions radicales de son mari et elle est en charge de la presse et de la téléweb du FN. Mais Marine Le Pen prend aussi conseil auprès de militants proches du bloc identitaire, un mouvement persuadé que l'islam menace l'identité française. En fait, dans l'entourage de Marine Le Pen, on trouve un peu de tout.
il y a des gens pour qui l'ennemi principal est le musulman, et à ce titre, il faut s'allier à la droite et à l'extrême droite israélienne pour combattre l'islamisation, ce qu'ils appellent l'islamisation de la France. Et dans son entourage toujours, on trouve des gens farouchement antisionistes pour qui le combat principal est le combat contre Israël. Elle pioche un peu au gré des sujets et au gré de l'actualité. Chers amis, très chers amis. Ce grand écart entre des obsessions aux antipodes, le FN l'a toujours fait, grâce à un discours attrape-tout qui change selon les peurs du moment. En l'occurrence, le FN a décidé de saisir un drapeau qui n'était pas le sien jusqu'ici, celui de la laïcité. Dans notre pays, qui a été meurtri par des guerres de religion multiséculaires, aucun culte ne doit empiéter sur la sphère publique. La foi doit rester une affaire strictement privée et son expression ne doit faire l'objet d'aucune provocation. La laïcité, c'est un gage d'appartenance démocratique. Et à partir du moment où Marine Le Pen veut donner une respectabilité au Front National, où elle veut se démarquer des dérapages de son père, où elle veut enfoncer ce cordon sanitaire qui s'est fait autour du Front National, il faut qu'elle donne des gages démocratiques et plus précisément des gages républicains. De même que nous avons ramassé le drapeau tricolore que la classe politique a laissé traîner dans le ruisseau, nous relèverons les valeurs traditionnelles de la République française. Les véritables défenseurs de la République, c'est nous! Mais de quel ruisseau Marine Le Pen parle-t-elle? Dans leur discours au moins, presque tous les partis politiques français disent défendre la République et la laïcité. L'un des rares partis à l'avoir longtemps méprisé, jusqu'à tout récemment, s'appelait le Front National. Il est certain que le mot laïcité, dans les années 80, ne fait pas partie du tout du vocabulaire du Front National. C'est l'époque où, dans tous les meetings du Front National, notamment la grande fête des Bleus-Blancs-Rouges, le rassemblement annuel frontiste, il y a toujours une messe traditionnelle qui est célébrée. Et ça va durer extrêmement longtemps. Il ne s'agit pas que de folklore. Le Front National a toujours servi d'abri politique aux catholiques intégristes, notamment à Chrétienté Solidarité, une association qui milite contre le droit à l'IVG et le droit au blasphème. Depuis le tournant sur la laïcité, le mouvement est moins mis en avant, mais ses militants sont toujours présents au sein du parti de Marine Le Pen. Comme ici, à la tribune, le jour de son élection. À gauche de l'écran, Thibault de la Tocquenay, membre de Chrétienté Solidarité, vient d'être élu numéro 3 du comité central du parti. À droite, l'homme qui applaudit s'appelle Valéran de Saint-Just. Catholique traditionnaliste, c'est un très proche de la nouvelle présidente. Son bras droit juridique, celui avec qui elle intente de nombreux procès à ses adversaires. Trésorier du FN, il est aussi vice-président de la Griffe, une association qui porte régulièrement plainte contre Charlie Hebdo pour racisme anti-chrétien. Dans notre pays, qui a été meurtri par des guerres de religion multiples. Ce n'est pas le seul signe d'une laïcité à géométrie variable. Le FN prétend combattre toutes les atteintes à la loi de 1905, mais bizarrement, ces exemples ne portent que sur l'islam. Il faut censurer et sanctionner toutes les atteintes à la loi de 1905, s'agissant par exemple de la participation publique, directe ou indirecte, à la construction de mosquées. Il doit interdire l'aménagement d'horaires particuliers dans les piscines pour les femmes musulmanes ou l'introduction d'interdits alimentaires religieux dans les cantines scolaires. Personne ne doit être conduit contre son gré ou à son insu à manger halal. C'est le passage le plus applaudi du discours de Marine Le Pen. À en croire le Front National, cette fièvre ne vise pas l'islam, mais l'islamisme, c'est-à-dire l'intégrisme. Comme sur le titre de cette affiche, pensée par un proche de Marine Le Pen au régional de 2010. Mais c'est en décryptant le dessin que l'on comprend vraiment le message. On
voit la France recouverte d'un drapeau algérien avec une femme en niqab, comme si ça ne concernait pas une minorité, mais que c'était véritablement le danger était là en chaque musulman présent sur le territoire. Cet amalgame ne pouvait échapper à un journaliste d'origine algérienne régulièrement menacé par les islamistes pour ses enquêtes, Mohamed Sifawi. Avec SOS Racisme, il a décidé de porter plainte contre cette affiche. L'utilisation du drapeau algérien comme symbole d'une invasion à venir de la part des islamistes, au-delà du fait que cette image était intellectuellement malhonnête, qu'elle était indécente, parce qu'elle ne prenait pas en considération le fait que les Algériens étaient les premiers à subir et à se battre contre l'islamisme. C'est comme si tous les Algériens de France se reconnaissaient dans un discours dont ils sont souvent les premières victimes. C'était quelque chose qui était pour moi insupportable. Malgré une première condamnation en référé, l'affiche n'a finalement pas été censurée. Et ce n'est pas le seul signe d'un amalgame entretenu au sommet du FN. De toute façon, ça, je veux dire, il n'y a pas un Maghrébin en France qui se fait l'illusion. Aux yeux de l'extrême droite et aux yeux de Marine Le Pen et aux yeux de son père. Un Maghrébin ou une personne d'origine étrangère. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quelles que soient ses positions, quelles que soient ses convictions, elle ne sera jamais, aux yeux de l'extrême droite, une Française à part entière. La France aux Français, mais lesquels? C'est en jouant sur les sous-entendus que le Front National affirme une préférence non pas simplement nationale, mais identitaire, religieuse et culturelle. Ce qui n'a pour le coup rien de très républicain. L'inspiration de l'affiche du FN ne vient pas du modèle français, mais de Suisse, où une droite populiste a réussi à faire interdire les minarets par référendum et fait campagne contre l'immigration. Marine Le Pen rêve de tisser des ponts avec ces partis xénophobes ayant le vent en poupe depuis le 11 septembre et peut-être plus encore depuis la crise économique. Grosso modo, leur stratégie a été de constater l'échec ou l'épuisement de l'extrême droite classique, celle que nous avons connue, y compris avec, bien sûr, Jean-Marie Le Pen, et de se brancher sur le malaise des Européens face au monde d'aujourd'hui. Multiculturalisme, globalisation, crise des finances publiques. Et ils sont rentrés dans ce nouveau monde avec une espèce de promesse. Nous allons défendre ce monde qui s'échappe ou qui vous échappe. Et ça marche, en fait. Le Front National, mes chers amis, n'est pas simplement un parti politique. Il incarne aujourd'hui en France l'esprit de résistance. Résistance aux injustices. Résistance au totalitarisme moderne que sont l'islamisme et le mondialisme. Arrêtons-nous un instant sur ce mot, le mondialisme. C'est une vieille expression d'extrême droite. Il ne s'agit pas seulement de combattre le libre-échange ou le capitalisme, mais le mélange culturel et le cosmopolitisme. Cette hantise, on la retrouve chez les nationalistes les plus extrêmes, comme le fameux Batskin. Oui, nous sommes en guerre contre le mondialisme. Bien que plus présentable, Marine Le Pen ne dit pas autre chose quand elle reproche à la mondialisation de tuer l'identité française. La mondialisation identicide s'est transformée en horreur économique, en tsunami social, en Tchernobyl moral. Face à la mondialisation, le FN ne propose pas des solutions anticapitalistes, mais nationalistes. On pourrait s'y méprendre en voyant Marine Le Pen brandir un deuxième drapeau qui ressemble à la gauche, celui de l'État fort. La clé, c'est l'État. Il faut retrouver l'État en le remettant au service du peuple. Et pour cela, on chassait les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale. Ce discours est pour le coup très différent de celui développé par un certain Jean-Marie Le Pen.
Millionnaire depuis son héritage, il a longtemps été partisan du moins d'État possible, de la dérégulation et de l'ultralibéralisme, au point de se faire appeler le Reagan français. Il est contre l'impôt sur la fortune. Et il est contre toute taxe, évidemment, sur le capital, sur les revenus, etc. Le Pen, dans tous ses discours, ne cessait pas de dire que l'État n'avait rien à faire dans les banques et qu'il fallait que l'État reste à la porte de la banque pour assurer la sécurité des clients et ne soit pas à l'intérieur en train de s'occuper des affaires des clients. Et puis petit à petit, les choses ont changé par opportunisme. Dans les années 90, le communisme n'est plus l'ennemi et la droite au pouvoir. Le FN cherche désormais à séduire aussi bien les patrons que les ouvriers. La crise économique, la plus grave depuis les années 30, va pousser Marine Le Pen à aller beaucoup plus loin, jusqu'à revendiquer un État autoritaire, à la fois social et nationaliste. L'État doit retrouver son rôle régulateur en matière économique et se réapproprier le contrôle de certains secteurs stratégiques. Il doit assumer sans complexe un patriotisme économique et un patriotisme social. C'est plus qu'un discours sur le retour de l'État, c'est de manière affichée politiquement la restauration de l'étatisme, c'est-à-dire une version beaucoup plus radicale, me semble-t-il, beaucoup plus dangereuse que le simple rappel des fonctions régaliennes de l'État. Ma conviction profonde est que la France et le peuple français ont plus que jamais besoin d'un État fort. D'une certaine manière, elle est encore plus inquiétante que son père. Parce que les thèses économiques qu'elle défend au milieu d'une très grande crise, c'est très exactement les thèses économiques de l'extrême droite des années 30. C'est-à-dire le protectionnisme, la xénophobie, l'autoritarisme. Elle a retrouvé les classiques du fascisme. Je ne dis pas que le dirigisme est toujours fasciste, loin de là, ni d'ailleurs le protectionnisme. Mais ce sont les principes de base. Et ici, Marine Le Pen était plus dangereuse que son père. Elle lui ressemble beaucoup, mais elle séduit davantage. On l'a dit bien haut dans les sondages, presque banalisé. Mais pour garder une place à part, le FN doit toujours se démarquer. Le rêve que nous offre l'UMP-LPS, c'est de vivre demain comme des Chinois. Marine Le Pen est exactement la fille de son père. Ce sont des animaux politiques, avec de la force, avec du talent, avec un caractère provocateur, qui sont prêts à foncer sabre au clair en permanence. Comme ce soir d'élection cantonale face à Jean-François Copé. Vous tourneront le dos. Les candidats du Front National étaient des étudiants, des chômeurs. Ils étaient des mères de famille, des travailleurs, tous ceux à qui vous avez tourné le dos. Ah, c'est pas des énarques, bien sûr. On préfère être entre énarques, entre hauts fonctionnaires, entre apparatchiks à l'UMP. Eh bien, tout ça, c'est fini. Et croyez-moi, ce soir, vous en sentez le goût. Eh bien, aux législatives, vous en sentirez aussi l'odeur. Il y a une véritable agressivité chez Marine Le Pen. Il y a une véritable agressivité. Et tout ce qui peut la freiner, barrer la route et ainsi de suite, peut susciter chez elle des réflexes d'une très grande brutalité. L'héritière est bien la fille de son père. Mais Jean-Marie Le Pen provoquait pour exister. Sa fille, elle, retient ses colères dans l'espoir, peut-être illusoire, de prendre un jour le pouvoir. J'appelle le peuple de France à nous rejoindre de toutes ses forces, de toute son énergie et de tout son cœur, à tous les Français et à vous, mes amis. Je vous le dis, les plus beaux jours sont ceux que nous allons vivre. Vive le Front National! Vive la République! Vive la France! À un moment ou à un autre, les Français la verront telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une personnalité avec une vraie violence. Dans le noyau dur, le cœur nucléaire de tout ça, c'est un fond de violence. Arrivé à cette étape de sa conquête, un seul obstacle peut stopper l'héritière. La démocratie, la vigilance et le vote des Français.